apprêté à donner une conférence aujourd'hui intitulée « Les neurosciences cognitives et activités motrices, quel apport ?» Voilà, donc نرحب بالطلبة كل الزملاء وكل الحاضرين في هذه الصبيحة العلمية. Donc les neurosciences en fait c'est un terme relativement récent. Il est apparu vers les années 50. Il renvoie à un ensemble de disciplines dont l'objet principal est l'étude du système nerveux. C'est un faisceau de recherche qui a la particularité de naître dans un contexte marqué par la naissance et le développement de l'informatique qui lui a emprunté plusieurs concepts, dont la modélisation et le traitement de l'information. Pour les neurosciences, l'homme est un être qui traite les informations d'une manière continue. Donc, les neurosciences s'opposent au courant comportemental qui est stipulé pour stimulus et directement réponse. Pour les neurosciences, il y a le stimulus, le traitement de l'information et qui permet de donner et de produire une réponse. Les neurosciences s'organisent en grands domaines. Je cite la neuroanatomie, la neurobiologie, la neurochimie, la neuropharmacologie, la neurophysiologie et les neurosciences cognitives, notre sujet d'intervention aujourd'hui. C'est un ensemble de disciplines scientifiques qui visent l'étude et la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, animale ou encore artificielle, et plus généralement de tout système cognitif, c'est-à-dire tout système complexe de traitement de l'information capable d'acquérir, de conserver et de transmettre des connaissances. C'est un domaine qui réunit plusieurs disciplines. Je cite les neurosciences, la psychologie, l'imagerie cérébrale et la modélisation, traitement de l'information. L'objet principal des neurosciences cognitives, c'est de décrire, expliquer et interpréter les fonctions supérieures, les fonctions mentales, appelées aussi les fonctions cognitives, telles que le langage, la mémoire, l'attention, la perception, la résolution de problèmes, les apprentissages et les fonctions supérieures complexes qui sont les fonctions exécutives et leur relation avec le cerveau. La relation fonction cognitive cerveau était établie depuis la phrénologie de Gall. Donc, Gall, en 1810, était le premier à établir un lien entre une zone du cerveau, c'est une partie à l'intérieur du cerveau, et une fonction. Il a établi la relation entre l'aire ou les aires occipitales et le langage. Gall a observé que les gens
qui ont une grande capacité à apprendre, il a remarqué qu'ils sont les yeux un petit peu en avant, les yeux un petit peu exorbitants. Et il a déduit que les lobes occipitales se sont développés chez ces personnes et ceci est dû à leur grande capacité d'apprendre. Bon, ceci a été bien sûr modifié par la suite. Et l'idée de Gall a été modifiée grâce au cerveau atteint, grâce aux atteintes cérébrales, les AVC, les tumeurs, les traumatismes crâniens et les pathologies neurodégénératives qui nous ont beaucoup apporté pour comprendre le fonctionnement normal. Donc c'est la pathologie du cerveau qui a aidé les neurosciences, notamment les neurosciences cliniques, à comprendre le fonctionnement cérébro-cognitif normal. Paul Broca, le médecin, était le premier à découvrir qu'une lésion cérébrale est responsable d'une perte d'une fonction. C'était notamment la lésion du lobe frontal gauche, le lobe frontal situé au niveau de l'hémisphère gauche, qui se répercute sur la perte du langage expressif et donne ce qu'on appelle, nous, en orthophonie, une aphasie de l'expression. Le malade perd le langage et garde la compréhension. Voilà donc la zone du Broca. Elle est située au niveau du pied de la troisième circonvolution frontale, au niveau de l'hémisphère gauche. Ces concepts ont beaucoup évolué par la suite grâce aux données de l'imagerie cérébrale, notamment l'IRM, imagerie par résonance magnétique, et l'IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'image qui renvoie à l'image du cerveau pendant l'activité et pendant la réalisation d'une tâche. Donc on peut obtenir des images du cerveau pendant son activité, par exemple pendant que la personne écrit, pendant que la personne parle, pendant que la personne produit une action, quelles sont les zones qui sont les plus activées au niveau du cerveau. Ceci grâce à l'IRMF. L'IRMF nous a apporté des données aussi récentes. Le cerveau fonctionne en réseau et sous-tend pas une seule fonction cognitive, mais tout un système cognitif. Donc, un réseau neuronal, un réseau cérébral, sous-tend un système cognitif où les fonctions interagissent entre elles. Les fonctions cognitives, donc appelées aussi les fonctions mentales, les fonctions supérieures. Les neurosciences modélisent ces fonctions. Ils nous proposent des schémas, des architectures, des tracés qui nous montrent et nous expliquent le traitement de l'information pour chaque système cognitif. Pour les neurosciences cognitives, comme je l'ai cité tout à l'heure, l'homme est un être qui traite les informations d'une manière continue. Voici donc un schéma, une architecture du traitement de l'information. Donc le cheminement de l'information à l'intérieur du système cognitif commence par les stimuli externes, donc le registre sensoriel qui capte l'information visuelle, auditive, tactile, olfactive, dans tous les sens, envoyé par la suite vers la mémoire à court terme, et ensuite les informations les plus pertinentes sont envoyées vers la mémoire à long terme. Ceci conduit par la suite à la production d'une réponse. Donc
nous remarquons, d'après le schéma du traitement de l'information, que la mémoire est au cœur du fonctionnement cognitif. Elle interagit cependant avec d'autres fonctions. Les plus importantes sont l'attention et les fonctions exécutives. Nous allons examiner particulièrement ces trois fonctions et essayer de les corréler avec les apprentissages et en particulier l'apprentissage moteur. Donc, voici un tracé qui nous montre les différentes mémoires à partir de la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme qui réagit et interagit avec la mémoire de travail, la mémoire à long terme qui se constitue d'une mémoire explicite, c'est-à-dire apprentissage conscient, et une mémoire non explicite, les apprentissages inconscients. La mémoire déclarative se divise, quant à elle, à une mémoire sémantique et une mémoire épisodique. La mémoire déclarative se divise en mémoire procédurale et en mémoire d'apprentissage non associatif. La mémoire à court terme. Donc, toute information est avant tout une trace sensorielle, captée par la mémoire sensorielle. Elle est reconnue et conservée grâce à un système préexistant nommé les mémoires sensorielles, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire tactile, olfactive. Donc ces traces sont extrêmement courtes. Leur capacité est de 300 à 500 millisecondes pour la mémoire visuelle, 2 à 3 secondes pour la mémoire auditive. Lorsqu'une information est jugée pertinente, elle est envoyée dans la mémoire à court terme. Elle a une capacité limitée à une moyenne de 7 informations. Elle peut retenir que cette information, plus ou moins 1 à 2 informations. Elle a une courte durée, 20 à 30 secondes, et très sensible aux interférences. Elle extrait les informations de façon automatique. Elle permet de retenir une information sans la transformer. Elle sélectionne les informations adéquates grâce à la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail interagit avec la mémoire à court terme. C'est une mémoire à court terme. La mémoire de travail a la capacité à manipuler les données. Elle permet de garder en mémoire à court terme une information tout en la traitant. Par exemple, comprendre, écrire, sous-dicter, écouter. Vous écoutez maintenant, vous prenez des notes grâce à votre mémoire de travail. Elle permet aussi de conserver une quantité limitée d'informations, les saisir, les manipuler, les analyser et par la suite les envoyer et les emmagasiner, les stocker dans la mémoire à long terme, où ils seront stockés pour des durées illimitées et indéterminées. Donc, par conséquent, la mémoire de travail est constamment en activité, d'où son nom, mémoire de travail. La mémoire à long terme, elle est composée de différents sous-systèmes. Dans la mémoire procédurale, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire procédurale, c'est un système qui permet l'apprentissage inconscient et automatique d'habilités motrices. Donc, toutes nos habilités motrices et activités physiques et gestes sont consolidés grâce à la mémoire procédurale. Elle s'appelle aussi la mémoire des savoir-faire. Faire du vélo, faire du piano, conduire une voiture, nager, tous les savoir-faire moteurs. Et les actions, donc elles consolident et elles automatisent les actions. C'est la mémoire la plus résistante par rapport aux autres mémoires. Donc cette mémoire est la dernière à être affectée dans une pathologie neurocérébrale, notamment la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées,
Donc on sait que la maladie d'Alzheimer, le symptôme saillant, c'est la perte de la mémoire. Donc le malade Alzheimer ne perd pas sa mémoire procédurale jusqu'à les phases finales de la maladie. Donc c'est une mémoire très résistante. Quand on apprend en fait un geste, on ne l'oublie pas, sauf en cas de pathologie neurodégénérative et encore vers les phases avancées. La mémoire épisodique nous permet de retenir des souvenirs vécus, mais liés à un espace et un temps précis. Par exemple, la date et le lieu de notre mariage. Par exemple, la date et notre première entrée à l'école. Un bon souvenir ou un mauvais souvenir dont on n'oublie pas le lieu et la date. Elle est influencée donc par les sentiments, positifs ou négatifs, elle a une valeur personnelle et elle est aussi influencée par l'image mentale qu'on constitue par rapport à l'événement. La mémoire sémantique, donc c'est la mémoire de tous les concepts, c'est la mémoire de tous les sens que l'être humain construit de son environnement. Grâce à cette mémoire sémantique, on identifie les objets, on connaît le sens des objets et le sens des mots. Elle nous permet aussi d'identifier les gestes. Je sais que, par exemple, la banane est un fruit, grâce à la mémoire sémantique, grâce aux traits sémantiques emmagasinés dans cette mémoire. Donc, la troisième fonction, qui joue aussi un rôle très important dans l'apprentissage, et surtout les premiers temps de l'apprentissage, c'est l'attention. L'attention est une fonction cognitive complexe qui fait référence à la capacité à être alerté et vigilant à son environnement et à maintenir sa concentration sur une durée de temps appropriée pour un âge donné, en l'absence de toute source de distraction. L'attention progresse avec l'évolution de l'enfant. Elle a la capacité à sélectionner une partie des stimulus qui nous entourent. Donc, on ne peut pas focaliser notre attention sur tous les stimulus de l'environnement auxquels nous sommes exposés. On est exposé sans arrêt à des stimuli auditifs, visuels, je vois, j'entends, donc je dois focaliser mon attention et ma concentration sur un stimuli et négliger les autres qui ne m'intéressent pas ou qui ne sont pas l'objet de mon attention. Elle a aussi donc la capacité à se focaliser sur le traitement d'un stimuli particulier et de négliger les autres stimuli. Il y a 3 types d'attention. L'attention sélective, donc je sélectionne une tâche et je néglige les autres. L'attention divisée, je peux faire 2 tâches en même temps. J'écris et je regarde la télévision. J'écris et j'entends la musique. L'attention soutenue, elle requiert un temps assez long, c'est-à-dire je me concentre pendant 1 heure ou plus, par exemple, à regarder un film. L'attention, elle est focalisée sur cette tâche. Les fonctions exécutives, quant à elles, sont des fonctions supérieures très complexes. C'est un ensemble de processus cognitifs qui assurent la planification, la programmation, le contrôle des actions et comportements orientés vers des buts précis et qui sont nécessaires pour l'exécution d'activités de la vie quotidienne. Elles permettent de formuler des buts, initier le comportement et anticiper les conséquences des actions. Elle permet l'organisation des séquences de gestes et de comportements. Elle permet de s'adapter à des nouvelles situations grâce à la résolution de problèmes.
et elle permet l'inhibition de comportements et des actions qui ne sont pas la cible et de se focaliser uniquement sur le but et sur la cible. Donc, grâce à cette mémoire, grâce à ces fonctions, on peut mettre en place des stratégies, on peut analyser les résultats et les difficultés, on peut anticiper les résultats du comportement et on peut réaliser les actions cibles. Neurosciences, apprentissage moteur, donc quel lien? Vu par les neurosciences, l'apprentissage moteur est un processus cognitivo-moteur qui permet l'augmentation de la quantité et la qualité des connaissances grâce à leur mémorisation, automatisation et intégration dans un schéma moteur. Donc, ceci dépend des fonctions cognitives. La phase cognitive est la première phase dans tout apprentissage, notamment l'apprentissage moteur. Donc, je donne quelques exemples des fonctions cognitives en lien avec l'activité motrice et l'apprentissage de l'activité motrice. Exemple de la mémoire à court terme. L'apprentissage d'une habilité motrice implique la mémoire à court terme. Pourquoi? Cette mémoire donc programme des séquences motrices que l'individu va réaliser par la suite. Elle met à la disposition de l'apprenant des processus moteurs afin de former une représentation motrice et d'exécuter l'action. La mémoire à court terme, toujours, permet de sélectionner les informations pertinentes afin de pouvoir réaliser une action. Le lien avec la mémoire à long terme, donc la mémoire épisodique, permet à l'apprenant d'organiser un geste sur le plan spatio-temporel. Donc, le geste qu'il faut au temps qu'il faut. La mémoire procédurale, elle, c'est la mémoire de la motricité, c'est la mémoire de l'automatisation des gestes. Elle stocke et évoque et automatise l'activité motrice. Cette mémoire se consolide avec la répétition et se consolide aussi grâce au sommeil. La mémoire sémantique, elle aide l'apprenant bien sûr à comprendre les consignes, à verbaliser ses questions et à interagir avec la situation d'apprentissage. Pour l'apport des neurosciences cognitives par rapport à l'attention, donc la focalisation de l'attention sur une situation permet la réalisation du mouvement. Lorsque les capacités attentionnelles baissent ou dysfonctionnent, on remarque que le processus d'apprentissage n'est plus optimal. L'individu est distrait par d'autres informations factuelles et ceci permet l'apparition des erreurs. Les fonctions attentionnelles ont pour beaucoup d'auteurs de grandes conséquences sur l'apprentissage moteur, de par le fait qu'elles sont engagées prioritairement et notamment dans les premiers stades et les premières heures d'apprentissage. Donc, le lien de l'apprentissage avec les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives permettent de programmer et planifier la bonne action, l'action cible. Elles permettent aussi de s'adapter à une nouvelle situation. Ceci peut permettre à l'apprenant d'éviter l'erreur motrice grâce à la flexibilité cérébrale. Donc, elle permet aussi d'inhiber les gestes non adéquats et s'orienter uniquement vers le geste et l'activité motrice cible. Elle permet l'anticipation qui peut permettre d'éviter l'erreur. L'apport de l'imagerie cérébrale par rapport à l'activité motrice, donc l'activité motrice vue par l'IRMF, l'IRM fonctionnel,
l'IRM fonctionnel nous apprend que l'activité motrice augmente la plasticité cérébrale grâce à la création de nouveaux circuits neuronaux. Et réciproquement, la création de nouveaux circuits neuronaux et l'augmentation de la plasticité cérébrale va améliorer les performances motrices. L'IRMF aussi nous permet de comprendre et d'objectiver que le sommeil consolide la mémorisation de l'activité motrice. Les ondes cérébrales intervenant dans l'action sont activées pendant le sommeil, donc ceci permet de consolider l'apprentissage qui a été effectué des heures avant. En conclusion, les neurosciences cognitives expliquent les fonctions cognitives sous-tendues par le cerveau. Elles sont nécessaires à l'apprentissage d'une activité physique, phase prioritaire de l'apprentissage, notamment chez le jeune adulte. L'IRMF, élément pilier des neurosciences, montre que l'activité physique améliore la plasticité cérébrale qui, elle, va améliorer la performance physique. Ceci concorde très bien avec la citation « L'aql salim, fil jism salim » et je vous remercie de votre attention.